Bonjour à tous, merci d'être présents. On va parler de jumeaux numériques Web 3D, des technos open source. Alors je vais commencer par me présenter, je m'appelle Augustin Trancard, je bosse dans une boîte qui s'appelle Oslandia, c'est quelques petites informations de contact. J'ai mis aussi des petites technos, mes technos de prédilection un peu, PostgreSQL, PostGIS, extension géographique, Python, et puis bien sûr le web, et notamment le WebGL. Oslandia, c'est une boîte de service dans l'open source qui fait des systèmes d'information géographiques. On est 26 et j'ai la chance de profiter de ces investissements open source et R&D, ce qui me permet d'en faire et c'est cool. Je vais faire un petit sondage. Je voudrais savoir dans la salle qui a déjà fait un site web avec de la carto, avec OpenLayers, Leaflet, MapLibre. Est-ce que vous pouvez lever la main? Ok, wow, c'est pas tant que ça. Et en intégrant vos propres données, pas seulement un flux libre, plus que 2, et avec une visu 3D en plus. Ok, 2, pas mal. Alors, je vais préciser un peu les termes parce que je sais que jumeau numérique, ça a plusieurs sens, notamment dans l'IoT, c'est un sens différent. Donc là, je parle bien d'une application web 3D avec un contenu géographique. On va chercher, je vais présenter les technologies qui sont open source et si possible avec des gouvernances communautaires. Alors une définition un peu plus, qui est finalement très large. Un jumeau numérique, c'est quoi? C'est une simulation du monde physique. Alors c'est un mot qui est un peu à la mode quand vous voulez obtenir des financements ou répondre à des appels d'offres actuellement. C'est jumeau numérique le mot qui ressort. Avant, on avait aussi Smart City, Second Life, Metaverse, réalité virtuelle. Voilà, il y a des modes, il faut savoir s'adapter aux modes aussi. Mais bon, c'est assez parlant comme terme, je trouve. Et au niveau des caractéristiques plus techniques, donc on a des données géolocalisées en 2D et en 3D, qui sont hétérogènes, qui peuvent venir du monde du SIG, de l'IoT, du Building Information Model, des scans de nuages de points, etc., etc. Souvent, comme c'est la 3D, il y a des volumétries qui sont fortes. Quelquefois, on a la gestion temporelle. On a souvent de la simulation dans l'affichage. Et bien sûr, on veut que ce soit intégré au système de l'entreprise en question. Mais bon, ça n'a rien de spécifique, on va dire, avec les jumeaux numériques. Quelques petits enjeux cas d'usage. Ce que nous, on a vu à Oslandia, en tout cas, c'est plutôt des demandes pour répondre à des besoins métiers plus que grand public. On a des notions de visite virtuelle avec le fait de pouvoir visiter des endroits peu accessibles, ce qui permet de réduire l'impact carbone aussi en diminuant les déplacements. Des notions d'aménagement de territoire, de sécurité. Alors, je vais vous montrer quelques petits screenshots d'applications un peu sur chaque cas. Donc la gestion de crise, là par exemple, on a une simulation de diffusion de pollution dans les sols. Voilà, bon, visite virtuelle, quelquefois c'est des lieux qui sont difficilement accessibles. Par exemple ici on a un screenshot d'une application de visite d'égout dans Paris, avec des notations, des choses comme ça. Il y a aussi beaucoup d'analyses urbaines. Donc par exemple avec ce genre de représentation qui croise des données, on a des données 2D SIG, on a aussi des données 3D de bâtiments, et en plus il y a un nuage de points qui est superposé. Celle-là je l'aime bien, les petits flux colorés, c'est les simulations de vent dans l'Arche de la Défense. Et puis on a aussi des analyses d'aménagement, de mobilier urbain. Ça c'est des îlots de chaleur. La donnée, c'est du nuage de points. Et également des choses dans les sous-sols, plus des applications géologiques. Bon, ça, c'est plutôt une vue 2D dans QGIS. Et on peut avoir des représentations 3D qui vont ressembler un peu à ça. Donc voilà pour le petit tour un peu des cas d'usage qu'on voit régulièrement. Maintenant, on va parler un petit peu plus, on va rentrer dans le concret de comment ça se monte, quels sont les composants à mettre en place, quel flux de travail on va mettre en place. Donc, flux de travail, bon, il n'a rien de très surprenant. Hein. On commence par capter, par créer la donnée, la produire. Et après, il s'agit de la stocker dans un format qui est adapté à nos cas d'usage, notamment la visu 3D, afin de diffusion, de visualisation. Et quelquefois, il y a même des analyses qui se mettent dessus. Moi, je ne vais pas m'intéresser beaucoup à la première partie de captation, de création et de production. Ce n'est pas tellement mon métier et j'y connais pas grand-chose. Donc, on va plutôt partir
de la suite qui est plutôt l'exploitation, la visualisation, le stockage. Pour le stockage, c'est vraiment là que se situent les coûts, hein. Par exemple, je ne sais plus combien fait l'IDAR HD, donc les captations de l'IGN de tout le territoire français, mais c'est plusieurs centaines de téras de données. Je ne mentionnais pas au péta d'ailleurs. Donc les coûts sont non triviaux à ce niveau-là. Alors, parlons un peu de stockage justement. Il y a un peu deux grandes classes. C'est possible de stocker de la donnée SIG et 3D en base de données, notamment avec PostgreSQL. Avec PostgreSQL, on a une extension qui s'appelle PostGIS qui permet de faire ça. pg.cloud pour stocker les nuages de points. C'est très bien pour faire des analyses croisées. Ça a deux défauts. On a un accès un petit peu moins rapide que sur des fichiers. Et puis surtout, on n'a souvent pas de LOD, de niveau de détail, pardon, qui est inclus directement. Donc même si c'est possible, on va privilégier plutôt des formats de stockage fichiers qui seront tuilés, qui seront segmentés, pour pas que si on a un jeu de données qui fait 300 gigas, on ait besoin de télécharger 300 gigas pour afficher quelque chose. Voilà, on a le web au milieu, on a le réseau au milieu, on ne peut pas se permettre de faire ça. Donc du coup, on va utiliser des formats de données adaptés. Alors les premiers qu'on peut citer, c'est tout ce qui est format 2D. Alors vous n'étiez pas très nombreux à avoir fait des applications 2D, mais vous allez pouvoir réutiliser tout ce qui est données que vous utilisez dans votre carto classique. Donc on parle d'images, donc de raster, tout ce qui est PNG, JPEG, TIFF, qui sont exposés avec des services standards, des OLC services. Donc WMS, ça veut dire Web Map Services, et puis il y a plusieurs normes possibles qui vont présenter votre donnée de façon tuilée. Et en fait, souvent aussi, par exemple l'IGN, mais d'autres services en ligne proposent des services d'élévation. Donc en fait, dans votre image, vous allez avoir stocké l'élévation à un point donné. Donc c'est encodé soit au niveau de grille, soit dans le pixel directement. Et ben, par exemple, j'ai un petit exemple là de ces deux images. Donc l'image de droite, c'est une image satellite. L'image de gauche, c'est l'élévation qui est encodée dans la couleur du pixel. On va pouvoir afficher cette image-là. Alors je ne sais pas si vous voyez très bien, mais voilà, on peut afficher le relief et on met l'image dessus et ça permet d'avoir un rendu comme ça. Si je parle plutôt du vectoriel, on a tous les formats vectoriels qu'on peut réutiliser également. Donc voilà, j'avais oublié de dire, il faut penser au format tuilé. Par exemple, quelquefois, dans les productions de données, les gens produisent des immenses images qui font quelquefois plusieurs centaines de mégas. Et bien, il faut les tuiler, les séparer en plusieurs petits carrés pour pouvoir les télécharger de façon progressive. Avec les vectoriels, c'est pareil. Et on a deux modes d'affichage un peu qui peuvent être utilisés en 3D. Soit on va les draper sur l'élévation que je viens de vous montrer, soit on peut faire de la reconstruction pseudo 3D avec les métadonnées qui sont associées. Donc par exemple, là on a du drap. Je suis où là? Ok. Je vais essayer de régler ça. Merci. Voilà. Excusez-moi. Alors. Ok. Je récupère ça. C'est parti. Donc, la donnée vecto, drapée sur l'élévation. Donc, vous voyez, vous avez des petites zones et des lignes de bus qui sont orange et qu'on va mettre directement sur l'élévation existante, souvent parce qu'il n'y a pas d'information de Z. Et même si on a, quelquefois, c'est mieux parce que, en général, il y a des petits décalages avec l'élévation. Et sinon, vous avez des trucs, ça passe dessous, ça repasse au-dessus, etc. Pour des questions d'affichage, quelquefois, c'est mieux de faire ça. Et quand je parle d'extrusion, je parle de ça. Avec les empreintes au sol de bâtiment, ça c'est des données de l'IGN, c'est la BD Topo. Vous pouvez, dans ces données, voilà, vous avez les empreintes au sol et puis vous avez aussi une élévation max et une élévation min. Et avec ça, vous pouvez créer une boîte à chaussures, une sorte de boîte à chaussures, qui donne un premier aspect visuel finalement assez fidèle, même si on n'a pas les toits, vous voyez. Donc voilà. Alors, la donnée 3D qu'on va utiliser, on peut, pareil, prendre de la donnée non tuilée, mais elle va vite pas passer à l'échelle. Donc ce qu'on veut, c'est utiliser la donnée tuilée le plus possible. Donc le format un peu phare en système d'information géographique pour la donnée tuilée 3D, c'est le 3D Tiles.
Donc c'est un métaformat qui va décrire justement des tuiles de données avec des niveaux de détail et des extensions, une boîte englobante géographique. Et ça embarque sous le capot du GLTF principalement, qui est un format 3D, mais qui n'est pas du tout géographique, et qui a l'avantage de pouvoir être directement donné à la carte graphique. Les buffers sont déjà prêts, pour ceux qui connaissent un peu la 3D. Et du coup, c'est très efficace en termes de performance. On peut aussi utiliser des nuages de points, et là c'est pareil, on va préférer les formats tuilés comme la sortie de Pottery Converter, le 3D Tiles ou le Cloud Optimize.cloud, le COPC, qui est un LAS mais dans lequel les points sont organisés en tuiles, ils sont déjà organisés à l'intérieur et on a des métadonnées dans le fichier directement. Et on peut faire des HTTP range request pour interroger les bonnes parties du fichier. Donc petite conclusion, ne jetez pas vos données 3D, réutilisez-les. Souvent, vous allez avoir besoin d'un tuilage et donc d'une chaîne de traitement qui est souvent à prévoir dans votre architecture. Alors parlons outils maintenant. Je vais zoomer. Alors, c'est pas du tout exhaustif. De toute façon, je peux pas être exhaustif sur tous les outils. Je vais plutôt vous montrer très rapidement des outils 2D. Enfin, vous les citez, et quelques outils 3D que nous on utilise, enfin que moi j'utilise au quotidien. Et que je développe aussi parce que je suis mainteneur sur P3Etals, Zero 3D et Pyro. Je suis un des mainteneurs. Et ces outils notamment qui sont libres et qu'on veut communautaires, quelquefois c'est Osandia qui les a initiés, mais nous on souhaite vraiment que ce soit un développement communautaire. Alors, outils SIG classiques, voilà, si vous êtes un peu dans les SIG, vous allez probablement connaître GDAL, qui est un outil en ligne de commande de conversion de données, qui peut aussi vous tuiler des images. QGIS, qui est un outil bureautique, qui est très pratique et qui va utiliser aussi GDAL pour ses processing, donc des traitements de données. PostgreSQL et PostGIS, son extension géographique, sont aussi bien pratiques. Et après, vous allez réutiliser votre serveur ou votre service en ligne de tuiles raster, de tuiles de données vecto. Alors, en 3D, pour tuiler, pour les nuages de points, on va avoir Pedal qui permet de générer ce fameux Cloud Optimize de point cloud, Pottery Converter dont j'ai parlé tout à l'heure, et puis 3D Tiles. Et pour les mèches, vous avez un peu moins d'options. En propriétaire, il y a un peu plus de choses, mais qui ne vont pas forcément être très génériques. En libre, je connais P3 Tiles. Il y a aussi Mago 3D, mais pour être très honnête, j'ai jamais réussi à le faire vraiment marcher. Et j'ai un doute sur son côté communautaire quand même. Et donc je vais vous présenter en particulier P3 Tiles et puis aussi des viewers. Alors qu'est-ce que c'est P3 Tiles? Alors moi je suis un des développeurs sur P3 Tiles, donc je suis un peu biaisé, mais je trouve ça quand même bien pratique pour tout ce qui est données nuage de points. C'est un outil en ligne de commande et une API. Donc vous pouvez aussi l'intégrer dans votre propre application Python. Et le format de sortie, c'est le 3D Tiles. Et il va vous permettre de convertir, de manipuler ces 3D Tiles, donc soit de les éditer, soit de les convertir à partir d'autres formats. Donc ce 3D Tiles, il est optimisé pour le web, et le but du jeu, c'est de gérer le plus de formats d'entrée possible, même si à mon goût, on n'en gère pas encore suffisamment. Alors justement, en termes de format, sur les points cloud, je pense qu'avec le LAS, le PLY et le XYZ, on a un bon sous-ensemble de formats générés. Il manque peut-être le 57. Bon, ce ne sera pas forcément très compliqué de l'ajouter. Pour tout ce qui est bâtiment, on va supporter uniquement l'IFC pour le moment. Et on a un support sur de PostGIS et WKB qui est pour l'instant expérimental. Et on voudrait rajouter des supports de mesh texturés. Alors il y a déjà les building blocks individuels, mais encore du boulot pour qu'on puisse convertir vraiment la donnée. Et après des formats comme le GeoJSON, notamment 3D, le CityGML, l'OBJ, qui est lui un format support pur. Et on a actuellement un projet de R&D en cours pour supporter la simplification géométrique, parce que le 3D Tiles supporte deux façons de faire du niveau de détail, soit en créant un aperçu global, et en fait, quand on se rapproche d'un objet, on va afficher de plus en plus de petits objets qu'on aurait cachés au début parce qu'ils seraient trop petits. Et ils ont aussi un mode en remplacement. En fait, quand on zoome, on télécharge une version plus précise d'un objet. Donc c'est ça qu'on voudrait aussi supporter, donc pouvoir créer des façons, des objets moins précis, pour avoir moins de vertex à télécharger quand on est loin de l'objet.
Et puis après, il y a du travail pour supporter la nouvelle version de normes et aussi pour supporter ce qu'on appelle les instances géométriques qui sont, voilà, vous prenez une géométrie, un mesh et vous pouvez le répéter à l'infini dans votre scène et qui est une façon très efficace d'afficher des objets qui se répètent comme des arbres, des lampadaires, des choses comme ça. Alors je ne sais pas si vous vous rappelez du screenshot sur les données. Ah, ça recommence. Bon, ok, d'accord. Je vais enlever ça. Tant pis. Et je vais fonctionner qu'avec l'écran derrière. Si je reviens sur le début de ma fraise, que je retrouve, c'est pas très pratique. Au début, vous avez vu voilà, j'avais présenté les bâtiments extrudés, donc en fait avec une couche 2D d'emprise de bâtiment, on pouvait créer des espèces de boîtes à chaussures. Alors ce qui manque beaucoup, c'est toute la partie toiture et avoir des détails un peu plus précis. Et CityForge, c'est justement à ça que ça va servir. En fait, pour donner un peu de contexte, l'IGN produit donc ces emprises de bâtiments et depuis quelques années, ils font des acquisitions nuages de points de l'ensemble du territoire français qui s'appelle le LIDAR HD. Et en fait, l'idée de CityForge, c'est de croiser ces deux données, donc les emprises au sol et les nuages de points, pour créer des toitures. Donc ça va donner quelque chose de genre là. Donc l'idée, c'est de prendre des emprises au sol, du LIDAR, et en sortie, on va avoir un CityJSON, bon ça c'est le format, qui va contenir les informations géométriques de toiture. Donc là, on voit un petit peu la transition, donc on part de ces nuages de points, et donc il y a à la fois le croisement géométrique, et il y a aussi un petit peu d'IA pour régénérer des vraies mèches à partir des nuages de points. Et maintenant, au niveau de viewer, parce qu'on a quand même besoin d'un viewer pour voir tout ça. Mon outil de prédilection, c'est Giro 3D, donc je suis encore biaisé parce que je suis aussi développeur sur Giro 3D. L'idée de Giro 3D, c'est d'avoir une visualisation web 3D. Facilement, donc c'est un framework, c'est pas une application complète, c'est facilement intégrable, c'est codé en TypeScript, et l'idée c'est d'avoir quelque chose qui soit aussi intégrable qu'un OpenLayers ou un Leaflet. Les cas d'usage sur lesquels on a testé, ça va du SIG classique jusqu'à l'infrastructure. On a une API, on a des exemples, une page d'exemple que je vais vous montrer juste après là. Et pour supporter des formats standards, on utilise OpenLayers. Alors quelques fonctionnalités, on va supporter les formats de nuages de points que j'ai cités tout à l'heure. Au niveau visualisation, on a à la fois une visualisation projetée en plan sur votre système de coordonnées favori, on va dire, et on a aussi un affichage en mode globe. On supporte des visuels immersives, et puis on a des effets graphiques d'ombrage, etc. Alors bon, ça c'est un screenshot de la page d'exemple. Vous pourrez aller voir chaque exemple en fait quand vous cliquez dessus. Vous avez la démo en ligne interactive et puis vous avez aussi le code qui a servi à la générer. Donc normalement vous avez 3 fichiers, vous avez un index.js, un index HTML et un package.json et vous pouvez tous les copier, faire npm build et start et puis ça devrait marcher tout pareil. À ceci près que les sources de données ne seront pas forcément accessibles pour vous, mais bon. Normalement en local elles devraient l'être quand même. Voilà, donc là vous avez des bâtiments 3D, des nuages de points, un peu de tout, quoi. Et alors, bon, Giro 3D, c'est un framework. Et donc, l'idée, c'est que ça peut être un peu compliqué de démarrer rapidement parce qu'il faut se construire l'application autour. Et du coup, on a codé Pierrot qui va utiliser Giro 3D, mais qui est une application déjà construite que vous pouvez configurer un peu plus clé en main. Donc, pour démarrer, si vous avez un cas d'usage qui ressemble à ce que fait Pierrot, ça peut être utile. C'est une application SIG un peu classique avec une gestion de couches et déjà des outils de mesure qui sont branchés. Et qui vous permettent d'avoir déjà quelque chose un peu plus full feature, on va dire. Alors pour récapituler un petit peu, voici un peu l'architecture qu'on va avoir en mettant tout ça en place. Donc on a des sources de données déjà un peu brutes. Soit on peut déjà les donner à des serveurs JS, enfin SIG, soit à des backends dynamiques web classiques, on va dire. On peut éventuellement aussi les traiter via PyTriTiles. Alors il y a FME aussi dans le monde propriétaire qui est beaucoup utilisé dans les contextes auxquels j'ai pu participer.
Et ça nous permet de générer du 3D Tiles, du COG, éventuellement des bases de données Postgres, qu'on va après exposer à notre application de front, qui va utiliser voilà, Gero 3D, Pierrot. Alors Gero 3D, c'est vrai que je ne l'ai pas dit tout à l'heure, c'est de noter dans une slide, ça se base sur String.js, qui est une librairie de WebGL en JavaScript. Et alors il n'y a rien de très surprenant dans ces graphiques-là, je pense que même sur d'autres types d'applications, on va retrouver des choses assez similaires finalement. Alors j'ai mis là, je ne sais pas si les slides seront en ligne après, mais j'ai mis des exemples en ligne que vous pourrez tester aussi, au-delà des exemples de Gero 3D ou de l'application Pierrot, qui permettra de voir des vrais cas d'usage réels. Et donc, ce que je trouve le Jakarta assez intéressant parce que c'est une sorte de Street View. Alors là, c'est un screenshot de LoveMinDeer, justement, de My Digital Buildings, où eux, ils font la modélisation de bâtiments. Ça, c'est la vue de l'Islande, avec d'autres codes couleurs, puis une orthophoto. Ça, c'est un nuage de points à l'intérieur d'une usine, je crois. Et ça, c'est l'affichage de métro. Et là, on voit, le nuage est blanc. En fait, on voit des améliorations visuelles qu'on peut faire à la volée par la carte graphique. Les ombrages, ce sont des faux ombrages, hein, ce n'est pas des ombrages réels, mais ça permet de mieux voir les reliefs. Je crois qu'il m'en manque un. Ah oui, et ça, c'est Jakartons, donc c'est une espèce d'application à la Google Street View, mais avec des données libres, quoi. Enfin, des données à eux, quoi, surtout. Et ça, c'est des exemples de reconstruction. C'est un projet qui utilisait Gero 3D pour la visu, mais eux, ils faisaient la reconstruction de mèches à partir de nuages de points. Enfin, c'était leur objectif, en tout cas. Voilà, donc conclusion, on a un peu tout ce qu'il faut maintenant, je trouve, pour faire des applications web 3D SIG. Au niveau couverture fonctionnelle, pour la visualisation, on est déjà sur quelque chose que je trouve très très complet. Après, pour la conversion de données, il y a encore des formats à supporter et globalement, c'est un peu mon travail des prochains mois, notamment sur la simplification. L'avantage de tous ces composants-là, c'est que vous pouvez les intégrer facilement dans vos applications. À la fois la conversion, vous pouvez utiliser P3 Tiles avec son API Python et l'intégrer dans votre application Python. Et également Gero 3D ou Pierrot dans votre application web. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions dans le temps qui nous reste? Est-ce qu'il nous reste du temps déjà? Okay. Ouais. Alors, la question, c'est est-ce que P3 Tiles, c'est que la conversion de données ou est-ce qu'on peut l'interfacer dans un back-end? À la base, c'était d'abord fait pour la conversion de données. Et tu peux l'interfacer dans une application Python, donc tu peux l'interfacer dans un back-end. Et en fait, à la fois, tu as l'outil en ligne de commande et puis une fonction qui s'appelle convert, enfin qui peut convertir tes jeux de données, mais tu as aussi toutes les structures de données qui permettent de gérer le 3D Tiles. Donc, si tu veux, tu peux très bien instancer tes objets et les servir avec une application Flask ou FastAPI. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de serveur P3 Tiles. Alors j'ai implémenté un P3 Viewer, mais qui est plus pour le debug, quoi. Tu fais P3 View ton dataset et ça lance une application web, mais c'est plus du debug. L'intégration d'un serveur web, c'est encore à coder toi-même, quoi. Il n'y a pas un truc fait clé en main. Autre question? Ben, merci beaucoup et puis bon appétit.